Bonjour et bienvenue à l'entretien sur France 24. Je suis Andrea Sankey à Paris. Au cours des différentes décennies qu'a duré son service auprès du gouvernement américain, John Negroponte a porté plusieurs casquettes. Il a été ambassadeur en Honduras durant la guerre froide, ambassadeur aux Nations Unies avant la guerre en Irak, ambassadeur américain en Irak après la passation de pouvoir, et en 2005, Negroponte a été nommé premier tsar du renseignement national. Il était responsable de coordonner la communauté des services de renseignement national, ce qui, comme on le sait, n'est pas du tout facile. Et au cours de l'automne prochain, il sera professeur à Yale University dans la division des relations internationales et il est notre invité à l'entretien. Merci beaucoup d'être là, Negroponte. J'aimerais avoir votre point de vue sur les événements en Iran après la deuxième victoire supposée de Mahmoud Ahmadinejad. Au cours des dernières années, son régime et l'Iran ont gagné en puissance en Iran à cause de l'échec des États-Unis à arriver à stabiliser l'Irak. En d'autres mots, l'invasion que vous avez soutenue à l'origine a donné plus de puissance à l'Iran dans la région. Pensez-vous que cela est vrai d'une certaine manière? Je ne suis pas totalement sûr, mais il est hors de doute qu'au cours des dernières années, le comportement de l'Iran a été très opposé aux États-Unis et à la communauté, aux intérêts de la communauté internationale dans la région du Moyen-Orient, à la fois à travers son programme d'enrichissement du carburant nucléaire, pour ce que je pense être un programme nucléaire militaire, et par le soutien à l'exportation de la violence au-delà de ses frontières à des pays tels que le Liban, la Cisjordanie, Gaza et même en Irak, où ils soutiennent les éléments extrémistes. Donc je pense que leur comportement n'a pas été constructif et je crois que c'est un problème pour la communauté internationale. Alors, que vous ayez le sentiment ou non que le comportement des États-Unis était constructif pour l'Iran, reste à savoir si l'Iran n'a pas une victoire sur un plateau d'argent à cause de l'incapacité des États-Unis en Irak. Regrettez-vous ce que les États-Unis ont fait? Vous savez, très souvent, les gens tentent d'entrer dans un débat, savoir si l'on regrette le passé, si on aurait pu faire des choses différemment. Mais en fait, en tant que diplomate ou en tant que commentateur politique, tout ce qu'il faut faire, c'est regarder l'avenir et vers quoi on peut se diriger. Toute ma carrière a consisté à s'occuper de situations et qu'en faire pour progresser, quelle que soit la façon dont on y est arrivé, que je sois d'accord ou pas. Et donc, c'est ce à quoi nous devons faire face aujourd'hui, et je laisserai aux historiens le soin de savoir si ça aurait été l'invasion de l'Irak qui a été ou n'a pas été une erreur. Mais moi, je l'ai dit, on le sait, qu'on aurait pu attendre. Et je pense qu'on s'était un petit peu pressé pour rentrer en Irak. On aurait dû laisser plus de temps au système des inspecteurs. Et j'ai joué un rôle dans cette négociation aux Nations Unies sous la forme de la résolution 441. J'aimerais revenir à ce point-là par la suite, mais si l'on regarde le présent et si l'on regarde vers l'avenir, que pensez-vous de la manière dont l'administration d'Obama a géré les événements en Iran? Je pense que l'administration Obama a fait un très très bon début en politique internationale. Il bouge très rapidement pour prendre des décisions clés, et on pourra y revenir si vous voulez, mais en ce qui concerne l'Iran, je pense qu'il joue ses cartes de façon très intelligente, et s'il avait fait des commentaires trop publics, eh bien on prendrait le risque que nous devenions le problème plutôt que la situation en Iran soit le problème. Et je crois que les autorités en Iran pourraient utiliser ce problème comme une façon de mobiliser une sorte de réaction nationaliste intérieure. Et je crois que sa position était très correcte. Vous dites que des éléments très influents au sein du Parti républicain, comme John McCain, ont dit que maintenant était le moment d'entrer, de défendre la démocratie en soutenant Hossein Mousavi pour amener plus de démocratie et de liberté en Iran. Mais certainement, nous aimerions voir le vote des Iraniens qu'il soit respecté. Nous voudrions voir la démocratie et le progrès de la liberté.
Mais le problème, c'est les tactiques. Comment le faire au mieux? Et est-ce l'intérêt de la démocratie et de la liberté servi par nous si on prend une position trop publique au centre de la scène, ou faut-il le laisser aux Iraniens eux-mêmes? Je ne suis pas au courant d'une demande de l'opposition iranienne pour une intervention américaine. J'aimerais revenir à l'Irak et vous demander dans quelle mesure vous êtes déçu de l'instabilité et la corruption qui règnent, et persistent et même ont augmenté depuis l'invasion. Vous savez, j'étais le premier ambassadeur américain en Irak après nous ayons rendu l'exercice de la souveraineté au gouvernement irakien. Et lorsqu'on pense à la situation qui régnait alors, c'était la fin du mois de juin 2004, il y a exactement 5 ans, et que vous comparez cette situation d'alors à la situation d'aujourd'hui, eh bien, je vous dirais qu'il y a eu des améliorations substantielles. Les Irakiens n'avaient pas d'armée, en quelque sorte, ils n'avaient pas de police. L'armée était complètement désemparée. Beaucoup a été fait pour rétablir ces forces et les mettre dans une situation d'exercer une meilleure surveillance de la sécurité dans le pays. Il y a eu plusieurs élections, des élections politiques. Chaque élection, progressivement, a été menée à une échelle plus importante, de façon plus efficace que la précédente. Donc, il y a certainement des problèmes qui restent à être réglés. Mais si on compare la situation en 2004 ou même en 2006, lorsque l'Irak était au bord de la guerre civile et plongeait dans des violences sectaires, eh bien je dirais que la situation s'est beaucoup améliorée. Laissez-moi vous poser une question au sujet du service de renseignement national, le Department of National Intelligence, qui est né de l'incapacité du service de renseignement américain précédent à déterminer s'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Ce bureau actuel traverse des luttes intestines. Il a été critiqué comme étant trop grand et inefficace et certains disent même que cela compromet l'efficacité des services de renseignement actuels. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il a gagné en efficacité? Eh bien, revenons tout d'abord sur la raison de sa création. Sa genèse a été en deux parties. Tout d'abord, ça a été le 11 septembre, l'attaque du 11 septembre, et le rapport de la commission du 11 septembre qui avait critiqué les renseignements américains pour ne pas avoir eu suffisamment de partage du renseignement et ne pas avoir suffisamment intégré horizontalement toutes les agences de renseignement américaines. Et deuxièmement, comme vous le suggérez, l'évaluation erronée des armes de destruction massive, ils ont évalué de façon incorrecte ce programme en Irak. J'étais le premier directeur du département de renseignement national. J'ai créé ce département à partir de rien. Il n'y avait personne là-bas, il n'y avait rien, il n'y avait même pas une secrétaire et un bureau quand je suis arrivé. Et j'ai transformé cela en organisation qui comporte 1500 personnes. Je pense qu'il y a eu du progrès en termes d'intégration de l'information et un partage du renseignement. Nous avons renforcé ce centre de contre-terrorisme national qui intègre 26 banques de données de toute la communauté du renseignement et je pense qu'il y a généralement, une acceptation générale qu'il y a un meilleur partage du renseignement à travers toute la communauté du renseignement que ce n'était le cas précédemment et avant le 11 septembre. Mais le scénario avancé par les services de renseignement sur les armes de destruction massive en Irak qui s'est avéré est totalement erroné. Par la suite, cela pourrait se reproduire. Mais je crois qu'on a mis des choses de côté. Une des choses qui s'est passée, c'est que il y a une institution qui s'appelle le Conseil national du renseignement qui est responsable des évaluations très importantes. Ça a été mis sous l'autorité du directeur du département du renseignement national. Nous avons installé différentes techniques pour nous assurer qu'il y a des analyses alternatives qui soient produites, que les bonnes questions soient posées, que des conclusions soient testées de façon extrême. Et donc je crois qu'il y a un plus haut niveau de confiance dans les évaluations qui sont faites aujourd'hui que ce n'était le cas à cette époque. Est-ce que quelque chose puisse se reproduire à nouveau? Peut-être. Plus que quelques minutes, je voudrais vous poser une question sur ce qui s'est passé vendredi. Les États-Unis ont adhéré au Conseil des droits de l'homme.
chose que les États-Unis avaient évitée pendant des années, surtout à cause du prétendu parti pris de ce Conseil à l'encontre d'Israël. Êtes-vous content que les États-Unis aient adhéré? Je crois qu'il vaut toujours mieux faire partie des organisations multilatérales. Si j'avais un point de discorde avec mes collègues de l'administration précédente, c'était là-dessus. Ils ont sous-estimé, à mon avis, les Nations Unies et ce que les Nations Unies pouvaient faire pour faire progresser les intérêts nationaux des États-Unis. J'ai toujours senti qu'il fallait faire partie de ces organisations. Je crois que les missions de maintien de la paix des Nations Unies, la plupart d'entre elles ont été très efficaces, comme au Sierra Leone, au Libéria, et je pense que ce Conseil des droits de l'homme, où l'on discute de problèmes, et les États-Unis ont un intérêt historique à long terme sur les questions de démocratie et des droits de l'homme, nous devrions faire partie de ce tour de table. Il ne faut pas avoir peur de participer à ce type d'organisation. Donc, je salue ce développement. Une dernière question, John Negroponte. Vous avez servi pendant les périodes les plus critiquées et les plus analysées de la politique étrangère américaine. Avez-vous des regrets? Non, pas véritablement. J'ai eu une carrière magnifique. J'ai eu 44 années de service pour le gouvernement sous l'administration Bush. On m'a donné des occasions extraordinaires par le président en tant qu'ambassadeur aux Nations Unies, puis en Irak, puis de mettre en place ce nouveau département de renseignement national. Et finalement, l'occasion de passer 2 ans en tant que sous-secrétaire d'État dans une agence, une organisation, un ministère, une organisation que je connaissais très très bien et que j'ai aimé. Et votre période sous Reagan en Amérique centrale? Eh bien, c'était une excellente administration. J'ai été critiqué à l'époque, mais je pense que c'était parce que je mettais en place la politique du président et pas en raison de ce que je faisais personnellement. Et si on regarde ce qui s'est passé en Amérique centrale plus tard, les développements ont été raisonnablement positifs. Et j'ai une raison personnelle pour être très satisfait de l'époque que j'ai passée au Honduras, c'est que j'ai adopté 5 enfants honduriens qui se portent très bien. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, John Negroponte. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Ceci conclut notre entretien. Merci d'avoir été notre invité. Merci.